Bienvenue dans le débat. Le blocus du détroit d'Ormuz va-t-il faire plier l'Iran? L'amiral Brad Cooper, le chef du commandement central américain, affirme qu'il est totalement mis en œuvre depuis lundi. 6 navires ont dû faire demi-tour après avoir été sommés de le faire. Trump a affirmé que la guerre était presque terminée et que des discussions avec Téhéran pourraient reprendre dans les 2 jours qui viennent à Islamabad, au Pakistan. L'Iran, de son côté, menace à la fois de bloquer le trafic maritime en mer Rouge. Les États-Unis continuent à exercer ce blocus sur les ports iraniens. Mais côté diplomatique, le chef de l'armée pakistanaise, Asim Mounir, qui est très influent, est arrivé à Téhéran. L'Iran a affirmé que les échanges avec les États-Unis se poursuivaient, ce que les États-Unis réfutent. Et le Premier ministre pakistanais, lui, Shehbaz Sharif, entame une tournée en Arabie Saoudite, au Qatar et en Turquie. Pendant ce temps-là, à Washington, le FMI met en avant l'incertitude qui pèse sur l'économie mondiale et révise à la baisse les perspectives de croissance mondiale et à la hausse celle de l'inflation. 11 pays, dont le Royaume-Uni et le Japon, appellent à une réponse économique coordonnée au Moyen-Orient. Avec ce blocus du détroit d'Ormuz, Trump peut-il donc faire plier, oui ou non, l'Iran? Quels sont les risques d'une crise économique mondiale? Et sur quelle base des négociations entre les États-Unis et l'Iran pourraient-elles reprendre? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Patricia Lémonière avec nous ce soir. Bonsoir Patricia. Grand reporter, spécialiste des questions internationales. Votre livre Géopolitique du Sahel est paru au PUF. En face de vous, David Rigoleros, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, chercheur spécialiste du Moyen-Orient, rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique. La République islamique d'Iran en crise systémique, ça c'est votre ouvrage et c'est aux éditions de l'Harmattan. Benjamin Cordia est avec nous. Bonsoir Benjamin Cordia, professeur émérite de sciences économiques à l'université Sorbonne Paris-Nord, membre des économistes atterrés, auteur de La pandémie, l'Anthropocène et le bien commun. Et ça, c'est au lien qui libère. Une journée riche en rebondissements diplomatiques, notamment avec cette visite d'une délégation importante du Pakistan à Téhéran. Nous allons rejoindre probablement à un moment ou à un autre notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Mais avant ça, on va faire un point en images sur ce blocus du détroit d'Ormuz, blocus donc américain. C'est Ludovic de Foucault. Sous le soleil de plomb de Rawalpindi, qui abrite le quartier général de l'armée pakistanaise, le Premier ministre Mohammad Shehbaz Sharif s'apprête à s'envoler pour l'Arabie Saoudite, le Qatar et la Turquie jusqu'au 18 avril. Des responsables américains et iraniens retourneront-ils au Pakistan pour de nouvelles négociations d'ici là? Rien n'est moins sûr, mais Téhéran affirme que plusieurs messages ont été échangés via le Pakistan depuis dimanche. Nous devrions recevoir aujourd'hui une délégation pakistanaise dans le cadre de la poursuite des discussions d'Islamabad et après les discussions entamées par la partie pakistanaise avec les États-Unis. Les échanges se poursuivent. Est-ce ce qui fait dire à Donald Trump que la fin de la guerre est proche ? Je pense que c'est presque fini, oui. Je pense même qu'on est très proche de la fin. Vous savez quoi, si je quittais les lieux maintenant, il leur faudrait 20 ans pour reconstruire ce pays et ce n'est pas terminé. On verra bien. Je pense qu'ils veulent vraiment conclure un accord. Une première session de négociation entre les États-Unis et l'Iran a eu lieu ce week-end après l'entrée en vigueur le 8 avril d'un cessez-le-feu de 2 semaines. Aucun accord n'a été trouvé. Les 2 parties se renvoient à la responsabilité de l'échec des pourparlers. Le principal point d'achoppement reste la question du niveau d'enrichissement du nucléaire iranien qui reste négociable, selon Téhéran. La Russie dit avoir la solution. Elle pourrait récupérer le stock d'uranium iranien hautement enrichi. Le président turc, lui, dit espérer que les parties reprennent langue sans qu'Israël, je cite, ne sabote le processus. L'Union européenne, enfin, promet d'œuvrer à la réouverture du détroit d'Ormuz. David Rigoleros. On voit qu'il y a eu pas mal de mouvements diplomatiques aujourd'hui. Mais tout d'abord, ce blocus américain du détroit d'Ormuz est-il totalement mis en œuvre, comme l'affirme le fameux amiral Brad Cooper, qui dit que finalement, il est totalement étanche, que 6 navires ont dû faire demi-tour après sommation des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que plus aucun navire ne passe par le détroit d'Ormuz? Oui, mais en fait, c'est un blocus, c'est une manière de parler, parce que de toute façon, d'abord, c'est un contre-blocus par rapport à celui qui avait été mis en place. Oui, c'est ça qui est intéressant. Et puis ensuite, oui, c'est plus que 6 bateaux, c'est une vingtaine maintenant qui ont été, à qui on a dit de rebrousser chemin. Alors, en fait, ont obéi. Bah oui, parce qu'il y a quand même. Alors, quand on parle de blocus, c'est pas sur le détroit lui-même, parce qu'en réalité, des bateaux ont testé. On voit la carte là. Ont testé le passage.
du détroit. Mais les Américains sont en fait à la limite de la frontière iranienne et de la frontière justement pakistanaise. Ils sont à la sortie. Oui, à la sortie, c'est ça. Et donc, de toute façon, les bateaux qui s'y sont risqués ont dû rebrousser chemin, puisqu'effectivement, Brad Cooper a dit que il y avait la mise en place effective du blocus. Et donc, ça a suscité évidemment l'ire de Téhéran. On le comprend parce qu'en réalité, le blocus, il est aussi destiné à assécher les finances iraniennes, c'est-à-dire des pétroliers iraniens qui, jusqu'à présent, sortaient justement du... C'était ça le paradoxe, c'est-à-dire que les Iraniens avaient mis un filtrage qui était une arme à leur disposition contre les navires, les pavillons jugés hostiles, mais eux laissaient passer, ce qui est logique, leurs propres bateaux, et ce qui permettait effectivement d'avoir des rentrées financières quotidiennes. Et puis il y avait une levée des sanctions américaines aussi sur le pétrole iranien. Alors, ponctuelle, qui n'a pas été reconduite. D'ailleurs, Scott Bessent a dit que ça arrivait à échéance, justement pour éviter d'alimenter la machine de cash. Donc là, les Iraniens sont clairement contraints. Ils l'ont fait savoir justement en évoquant la possibilité qu'il y ait une obstruction aussi sur l'autre détroit. Ce qui prouve bien que... Détroit en mer Rouge, celui-là. Oui, mais ce qui prouve bien que la stratégie du blocus fonctionne là. Patricia Lemonia, est-ce qu'elle fonctionne vraiment? Alors l'Iran dénonce un acte de piraterie et il menace bien sûr de bloquer ce trafic en mer Rouge, donc cet autre détroit, le détroit de Bab el-Mandeb, qui est sur le golfe d'Aden, où se trouvent d'ailleurs les Houthis, puisque les Houthis sont au Yémen. Alors c'est le détroit d'Ormuz, on ne voit pas le détroit du golfe d'Aden. Quelle est la capacité justement des Iraniens à résister? Parce que si on écoute David Rigoulet-Rose, il fonctionne tout de même ce blocus américain. Il fonctionne effectivement puisqu'il coupe les revenus, comme vous l'avez dit très justement, de pétrole. Il y a une entreprise, enfin un think tank américain qui a fait un tout petit calcul. C'est 430 millions de revenus par jour qui arrivaient à l'Iran avant le blocus. Ça faisait juste 13 milliards par mois avec l'exportation du pétrole. Donc là, maintenant, c'est fini. Il n'y a plus du tout de revenus. Alors, les Iraniens font très attention d'ailleurs parce qu'ils emploient le terme de piraterie. Ils n'ont pas employé le terme d'acte de guerre en parlant des Américains parce que s'ils avaient employé le terme d'acte de guerre, ils étaient obligés de riposter sur un plan militaire. Donc très prudemment, on voit bien à quel point justement ils n'ont pas envie de partir dans une autre forme de conflit, enfin de relancer en fait la guerre. Donc acte de piraterie, très prudent. Et vis-à-vis de pour venir au détroit de Bab el-Mandeb, qui est en fait près de Djibouti, le Sud-Yémen et Djibouti, eh bien là, ils ont plusieurs fois demandé aux Houthis de se mettre en alerte. Les Houthis ont frappé 3 fois Israël, n'ont fait aucune action contre les bateaux qui passent par ce détroit pour remonter sur la mer Rouge en direction du canal de Suez, peut-être parce qu'ils se souvenaient que quand ils avaient fait cette opération après le 7 octobre en Israël, où ils avaient pris la défense des Palestiniens et ils avaient lancé une offensive sur tous les bateaux qui passaient, ils se sont fait pulvériser en quelque sorte par l'aviation américano-britannique et israélienne. Donc ils sont prudents. Donc je crois qu'ils ont été d'abord très amoindris, et que là, ils font preuve d'une extrême prudence. En même temps, à Washington a lieu donc à partir d'aujourd'hui la réunion au FMI. Le FMI qui a revu aujourd'hui à la baisse les prévisions de croissance 2026 pour le Moyen-Orient et la zone euro. Et puis à la hausse les perspectives d'inflation. On va écouter la patronne du FMI. L'impact sur l'économie mondiale est déjà considérable. Même si le conflit est de courte durée, les importants dégâts causés aux infrastructures et les perturbations des chaînes d'approvisionnement font grimper les prix et ralentissent la croissance mondiale, qui passe de 3,4% l'an dernier à 3,1% en 2026. Mais si le conflit persiste et que les prix du pétrole restent élevés pendant une période prolongée, nous devons nous préparer à des temps difficiles. Benjamin Correa, c'est un peu ce qui n'avait pas vraiment été anticipé, cet impact économique mondial. Et là, avec ce blocage, avec ce blocus du détroit d'Ormuz par les Américains, ça ne risque pas de s'arranger. Non, ça risque pas de s'arranger. Bon, il y a une première chose qui est qu'il faut faire plusieurs scénarios, c'est-à-dire suivant que ça s'arrête dans les semaines qui viennent,
dans les quelques semaines qui viennent. On est dans le scénario qui vient d'être dit, c'est-à-dire à peu près moins 0,5% de croissance mondiale, avec des effets très inégaux, d'ailleurs, suivant les pays. Mais si ça ne s'arrête pas, parce que là, comme c'est parti, c'est vraiment très difficile de dire comment les choses vont évoluer, on rentre dans des scénarios qui sont bien plus noirs. Je veux dire, alors j'ai envie de dire plus de 1% de perte de la croissance mondiale, mais c'est comme pour le climat. On dit 2 degrés, mais c'est pas 2 degrés uniformes partout, tranquille. C'est des cataclysmes. Bon. Et ça va être ça. On va parler de la crise alimentaire tout à l'heure. On peut déjà en parler parce que ça fait partie de ces implications directes. Donc, on parle du pétrole, mais il y a une crise alimentaire potentielle. Au-delà des effets inflationnistes sur l'énergie et donc compte tenu du rôle de l'énergie dans l'économie sur l'ensemble de l'inflation, le premier effet notable, parce que là, il est déjà extrêmement marqué, c'est la crise alimentaire. Alors, c'est d'autant plus important, il faut bien avoir ça en tête, que ça vient après 2 autres perturbations dans les flux internationaux. Ça vient après la crise du Covid et ça vient après la crise de l'Ukraine. Et donc, c'est un 3e choc dans la désorganisation des chaînes de distribution mondiale. Alors, sans rentrer dans les détails, les effets sont déjà catastrophiques pour un certain nombre de pays d'Afrique, pour lesquels c'est le moment des semailles et où il n'y a pas d'engrais, il n'y a pas de fertilisants. Donc, ou bien on ne sème pas, ou bien on sème sur des surfaces plus courtes, ou bien on sème sans semences, et donc on va avoir des rendements qui vont être extrêmement mauvais. Donc on est déjà dans une situation d'alerte pour la prochaine récolte, mais ça c'est fait, c'est dans la seringue comme on dit, malheureusement, indépendamment de... Il n'y a pas de retour en arrière là-dessus. Voilà, c'est fait ça. Surtout que c'est une grande différence entre les aliments et le pétrole, donc ça surprendra personne. Pour ce qui concerne le pétrole, on a des stocks stratégiques. Et au moment de la crise, on a libéré 400 millions de tonnes de pétrole pour faire pression sur les cours. Sur les aliments, il n'y a pas de stock stratégique. Et donc, on ne va rien libérer du tout. Et donc, ceux qui ne vont pas manger, ils ne vont pas manger. David Rigoulet-Rose, quel est l'objectif véritablement de Donald Trump avec ce détroit d'Ormuz? C'est de l'utiliser justement comme une arme économique. Parce que l'Iran a des moyens de stocker une partie du pétrole. Donc combien de temps, justement, à quel moment est-ce qu'elle va véritablement, est-ce que c'est dans plusieurs semaines qu'elle va subir tout d'un coup une coupe sombre du côté de sa production de pétrole et donc un impact économique majeur? Oui, alors ça c'est le deuxième aspect, le deuxième effet qui se coule, si on peut dire, mais qui est grave, parce que c'est un sujet très sérieux, qui est souvent sous-estimé, c'est la question du stockage. Puisqu'il y a une capacité de stockage de l'ordre de 50 millions de barils en Iran, mais il y a déjà un taux d'occupation de 60%. Or, à partir du moment où il y avait 1,5 million de barils qui sortaient, justement par jour, ce pétrole ne sort plus, donc il faut le stocker une fois qu'il est sorti des puits qui sont et on estime, et c'est pas un hasard, c'est la quinzaine de jours justement de cessez-le-feu, on estime qu'entre 13 et 14, à l'issue de 13 ou 14 jours, il y aura sous-capacité de stockage, parce qu'il y aura donc ça veut dire qu'il faut sabrer dans la production. Oui, et il y a un troisième problème qui s'ajoute justement à ça, c'est ce qu'on appelle le problème de technique de contingence d'eau. C'est-à-dire que quand on sabre dans la production, on est obligé de fermer un puits. Mais si on ferme le puits, c'est très difficile de le réouvrir par la suite. Oui. Ça veut dire que ça l'hypothèque sur le long terme, ce qui fait qu'en général, on essaie de réduire le débit, mais pas de le fermer. Ce qu'ont fait les pétromonarchies, d'ailleurs. Elles ont réduit le débit confronté à ce dilemme. Et là, ce dilemme, il concerne l'Iran aujourd'hui. Et c'est pour ça que l'Iran se sent étranglé, pas uniquement sur le plan financier, mais aussi sur son outil pétrolier. C'est pour ça que, effectivement, la stratégie qui est développée peut être assez redoutable. Redoutable. Et donc, du coup, pourquoi, Patricia Lémonière? Est-ce que ça entraînerait plutôt un effet d'escalade ou est-ce que la pression ferait qu'on pourrait retrouver des négociations entre les États-Unis et l'Iran? On en parle, il y a cette délégation pakistanaise qui est arrivée aujourd'hui en Iran. Donc ça, c'est un signe plutôt positif. Bon, il n'y a pas encore de confirmation des deux côtés que ça va reprendre ces négociations. Mais est-ce que c'est une conséquence directe de ce blocus?
C'est en partie une conséquence de ce blocus, oui, effectivement, parce que les Iraniens, si vous voulez, ils étaient capables de résister sous les bombes, mais résister à la faim et à un mécontentement populaire. Ils sont très inquiets. Durant les derniers 15 jours de la guerre, ils avaient durci les patrouilles dans les rues, les contrôles, etc. Et ils continuaient la répression, la surveillance des individus parce qu'ils ont eu très très peur en janvier. Le régime était quand même au bord de l'effondrement. Et là, effectivement, ils ne peuvent pas écarter d'un revers de main ce mécontentement populaire qui gronde. Alors, on ne sort pas sous les bombes, mais là, il n'y a plus de bombes, justement. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelque chose. Donc, un fort mécontentement populaire, ils le prennent en compte. Si vous voulez, c'est des gens qui raisonnent avec une extrême logique. Ce n'est pas comme Donald Trump qui se réveille le matin, qui tweet et puis tout va bien. Non, ils sont logiques, ils savent ce qui se passe, ils savent qu'ils ont une population à gérer, ils savent qu'ils vont avoir un problème de nourriture, parce qu'aujourd'hui, l'inflation atteint 70, 80, voire 90% de taux d'inflation. Enfin, il y a des vrais problèmes en Iran. Donc, ils sont un peu donc ça acculés, les pousserait peut-être et donc à ça négocier. Les pousse. Et comme Donald Trump, lui, il est poussé par son électorat, on le voit très bien dans tous les sondages, donc et puis pas par la bourse, par son électorat, parce que la bourse a repris, mais par son électorat, et donc les deux ont un intérêt aujourd'hui à avoir un accord. On dirait même, on parle d'un mémorandum. Vous savez, un mémorandum, ça ne veut pas dire un accord, ça veut dire se mettre d'accord sur les grandes lignes de ce qui pourrait être plus tard un accord. Mais ça suffit à Donald Trump, un mémorandum. On va tout de suite à Téhéran, je vous fais réagir ensuite. Siavosh Ghazi est avec nous, notre correspondant. Siavosh, bonsoir. Cette arrivée de la délégation avec notamment le chef militaire pakistanais très influent à Téhéran, est-ce que c'est un espoir de négociation? Parce que avec les États-Unis, bien sûr, une reprise des négociations. Oui, on parle beaucoup de cette reprise de négociations entre les Iraniens et les Américains. Demain ou après-demain, sans doute au Pakistan, mais les positions restent très éloignées puisque les autorités iraniennes sont intervenues sur plusieurs points importants. Tout d'abord, le détroit d'Ormuz. Donc, il y a une mise en garde lancée par les militaires iraniens, les gardiens de la mission, en affirmant que si jamais il y avait donc des navires iraniens qui étaient ciblés par les navires militaires américains dans la région, ça sera le début de la violation d'un cessez-le-feu, et l'Iran réagira en arrêtant totalement le trafic, les exportations et les importations dans le Golfe Persique, en mer d'Oman, mais surtout dans la mer Rouge. L'Iran bénéficie du soutien des Houthis au Yémen, qui sont ses alliés, mais dispose aussi de suffisamment de missiles à longue portée, longue portée de 1000 ou 2000 km, qui peuvent atteindre des bateaux dans cette zone. Ensuite, sur l'enrichissement d'uranium, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a réaffirmé aujourd'hui qu'il n'était pas question pour l'Iran de renoncer à son programme d'enrichissement d'uranium, même si l'Iran pouvait de négocier, par exemple, sur la forme ou sur le niveau de l'enrichissement d'uranium. Ça, c'est une possibilité, mais pas question de céder face aux pressions américaines. L'Iran, le pouvoir iranien, qui bénéficie d'un soutien de plus en plus important, puisque cette application qu'on appelle John Fado, qui veut dire sacrifice de vie, a recueilli désormais plus de 25 millions et demi d'adhésions. Cela représente plus de 43% de la population de plus de 12 ans. C'est la première fois qu'il y a une telle mobilisation de la population iranienne, très nationaliste, qui dénonce les demandes excessives des Américains lors des négociations, et donc qui soutiennent le pouvoir, y compris parmi les gens qui avaient participé au mouvement de contestation début janvier. Merci Siavosh Ghazi. À Téhéran, il y aurait un basculement là, de l'opinion iranienne, en tout cas ce que dit notre correspondant. Très bref là-dessus, mais il est vrai, d'après les sources qu'on peut avoir, et
et des sources plutôt bien informées, que il y a parmi ceux qui étaient descendus dans la rue, il y a un basculement, un léger basculement. Dire que toute la population soutient le régime, ça, je n'en crois pas un mot. Mais il y a, vous savez, quand vous voyez vos infrastructures, comme à Téhéran, quand il y a eu les centres de stockage de pétrole qui ont été complètement détruits et que la population s'est retrouvée sur un nuage noir pendant 2 journées, vous ne pouvez pas dire bravo Trump et bravo Israël. Non. Donc il y a effectivement un léger mouvement, mais c'est très léger. Enfin, je veux dire, on n'est pas à une adhésion populaire massive. Mais les Iraniens sont quand même des nationalistes. Enfin, moi, je suis allée suffisamment souvent en Iran pour me rendre compte. Mais même autour du programme nucléaire, ils y tenaient. Ce qu'ils n'aimaient pas du tout, c'était les Libanais, les Palestiniens et tout, et les proxys. Ça, ils ne pouvaient pas en entendre parler. Donc on voit tout de même que la partie de bras de fer est encore extrêmement difficile entre les États-Unis et l'Iran. Benjamin Corriard, alors justement, avec ce blocus en parallèle, donc il y a ces réunions, je le disais, à Washington, au FMI. Il y a 11 pays, dont le Royaume-Uni et le Japon, qui ont appelé aujourd'hui à une réponse économique coordonnée à la guerre. Royaume-Uni, Japon, Australie, c'est ministre des Finances. Bon, la France, bien sûr. Est-ce qu'une réponse coordonnée économique, responsable et réactive pourrait être intéressante, envisageable ? Je vais y répondre, mais d'abord je voudrais quand même réagir un peu à ce qui a été dit par votre correspondant à France 24. Bon, il est bien gentil, mais ceci dit, puisqu'on est si sûr que ça de l'opinion publique iranienne, ils n'ont qu'à rétablir Internet. À ce moment-là, on va voir ce qui se passe. Et on va voir 40% de la population enthousiaste derrière les mollahs, ou pire encore maintenant, derrière les gardiens de la Révolution. Donc moi, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent sur ça. D'autant que, alors maintenant je viens au sujet, il faut se rappeler quand même que les soulèvements du 8 et 9 janvier, ils avaient des causes multiples. Mais l'une des premières, c'était la vie chère, la désorganisation économique, la sous-alimentation, etc. Donc je veux dire, le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation actuelle s'est pas améliorée de ce point de vue. Et qu'elle ne va pas s'améliorer avec le blocus. Parce que on a parlé du pétrole, mais il faut aussi dire, je parle un peu sous votre contrôle, que si le blocus fonctionne, et il a l'air de fonctionner, c'est aussi les importations de biens alimentaires qui vont être bloquées. Et l'Iran importe massivement de la nourriture. Donc il va y avoir là aussi une espèce d'aggravation de la situation locale. On va voir comment le blocus fonctionne. Mais si les Américains vont jusqu'au bout, ils vont devoir bloquer, y compris les importations de biens alimentaires vers l'Iran. Alors maintenant, par rapport à la... Réponse coordonnée. Comment ? Réponse coordonnée. Alors, par rapport à la réponse coordonnée, moi, je suis du plus grand scepticisme. Oui. Donc, c'est juste un effet d'annonce, là, aujourd'hui. C'est à peu près comme on ira dans le détroit d'Ormuz quand tout sera réglé. Et à ce moment-là, on va faire passer nos frégates pour accompagner les navires. Moi, je trouve ça, je veux dire... L'Union européenne, d'une manière générale, est en dessous de tout. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, ce qu'ils font, on voit que ça pèse sur rien, que ça sert à rien et que ça continue. Voilà, moi je suis très frappé par ça quand même. Cette coalition justement pour aller faire en sorte que le détroit d'Ormuz retrouve sa liberté de circulation des mers proposée par Emmanuel Macron. Quand tout est fini. Bien sûr, pas en temps de guerre, mais tout de même votre analyse. Guerre, on n'a plus besoin d'eux. David Rigoulet-Rose. À la base, ça tient au fait, cette option, elle tient au fait que les Européens ont voulu manifester qu'ils étaient sur une posture exclusivement défensive pour éviter d'être considérés comme co-belligérants. Donc c'est une ligne de crête, pas facile à tenir. Et ils se réunissent vendredi en visioconférence d'ailleurs. Mais qui s'entend sur le principe. Simplement, effectivement, par rapport à une réouverture à des flux justement continus avec l'idée que ça ne pourrait être envisagé qu'à terme, c'est-à-dire dans le cas où le contexte sera pacifié, pour l'instant on en est loin. Donc j'allais dire, c'est pas incantatoire, mais en tout cas c'est largement contraint par la situation. Il est probable qu'il y aura une participation européenne alors dans cette situation-là. Mais pour l'instant, effectivement, on voit bien que la question ne se pose pas. D'ailleurs, on retrouve le même dilemme. Ils s'y préparent, en tout cas. Oui, mais on retrouve le même dilemme que par rapport à l'Ukraine. Besoin d'eux à ce moment-là. Par rapport à la coalition en Ukraine, où on avait dit qu'on serait disposé à envoyer des troupes, justement, une fois le cessez-le-feu établi. Donc c'est un peu comparable, toutes choses égales par ailleurs.
Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? On n'allait pas participer à la guerre quand même. Donc, sauf à vouloir être co-belligérant. Ça n'a pas été la position de l'Europe d'être co-belligérant. Donc la position européenne était, c'est compréhensible, on peut être d'accord ou pas d'accord, on n'était pas co-belligérant. Maintenant qu'il y a ce détroit bloqué et avec un blocus américain, allons-nous envoyer des bateaux pour participer au blocus? Je crois que les Américains n'ont même pas besoin de nous pour cette histoire de blocus. Donc la chose où on pourrait effectivement s'intéresser, mais les Américains, là encore, ne veulent pas de nous. C'est-à-dire on pourrait participer à des futures négociations comme on l'avait fait sur tout ce qui était nucléaire, où on a une vraie expertise. Parce que de 2003 à 2015, on a quand même participé à toutes ces discussions-là. Là, on est complètement, effectivement, en dehors. Mais je crois que ceci participe au réveil stratégique de l'Europe, parce qu'à force de voir qu'on est en dehors, il va peut-être falloir un jour, effectivement, qu'on fasse un vrai réveil sur un plan stratégique. On va écouter Antonio Costa, d'ailleurs, qui a pris la parole, le président du Conseil européen. On ne sait jamais. Espérons. Il est essentiel et urgent de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz. Et l'Europe est déterminée à contribuer à garantir la circulation sûre et sans entrave des navires. Tel est l'objectif de la coalition de pays que la France et le Royaume-Uni sont en train de constituer avec des partenaires du monde entier. Voilà, c'est un sujet tout de même important pour l'Europe. Mais c'est important pour l'Europe, mais... Benjamin Correa, parce que ce n'est pas sûr que le principe de la liberté des mers soit appliqué même à la fin de ce conflit. Mais bien sûr, mais qu'est-ce qu'on fait pour ça? Comment dire que l'Europe... L'idée, c'est l'alliance des puissances moyennes. Que l'Europe essaye d'exister, c'est éminemment souhaitable. Surtout quand on a des partenaires, en tout cas des protagonistes aussi, chacun dans leur genre, problématiques que l'Iran et les États-Unis. Bien, moi, mon interrogation, elle porte sur l'efficacité de ce qui est envisagé. Quand on dit on ira dans le détroit d'Ormuz une fois que la liberté de circulation sera rétablie... Non, pour justement l'assurer, la garantir, c'est ça. Parce que est-ce qu'elle sera rétablie, cette liberté de circulation? Mais enfin, écoutez... Pour l'instant, on parle d'un péage possible par les Iraniens. Les États-Unis pourraient se partager. Non, mais le problème des Européens, on retrouve le dilemme pascalien. Si la force sans le droit est potentiellement dangereux, le droit sans la force est incantatoire. Absolument. Alors, les Européens sont justement pour l'instant, toujours dans le logiciel du soft power. Ils n'arrivent pas à passer au hard power parce que pour des raisons historiques, ils se comprennent tout à fait. Mais du coup, on subit des événements parce que le paradoxe, c'est que les Européens sont plus impactés que d'autres. Bien sûr. Alors, en dehors de l'Asie. En dehors de l'Asie, bien du sûr. Sud-Est. Et puis les pays africains en termes alimentaires. Mais sur le plan énergétique, on voit très bien qu'on est particulièrement impacté puisqu'on a coupé le gaz et le pétrole avec la Russie. Et là, il se trouve que la deuxième source qui faisait un substitut partiel est également coupée. Donc, c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup d'intérêts qu'on n'arrive pas à faire prévaloir. Le mois d'avril devrait être pire que mars pour le secteur de l'énergie. Ça, c'est l'alerte du directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Je finis juste sur un point, c'est que c'est plus seulement un effet prix qu'il y avait au début. Ouais. Là, il y a le risque d'une rupture d'approvisionnement, ce qui est tout à fait considérable. Benjamin Correa, là-dessus? Oui, je confirme tout à fait que maintenant, il va y avoir un effet quantité. Il y a un effet quantité sur l'alimentation, où il va y avoir des répercussions jusque sur nos propres marchés, il n'y a aucun doute là-dessus. Je lisais un article du New York Times de ces jours-ci qui expliquait qu'est-ce qui allait changer dans les assiettes et dans les supermarchés américains avec le blocus. Bon, donc je veux dire, oui, maintenant il y a un effet... Et pourtant, d'après le FMI, les États-Unis ne sont pas le pays qui va subir le plus les conséquences de ce fameux blocus. C'est bien pour ça que je cite cet exemple, parce que ce n'est pas du tout le premier impacté. Bon, donc, comment dire, encore une fois, on est ramené à ce que je présentais comme les 2 ou 3 scénarios. Si ça se règle dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, bon, ça sera supportable. Il y aura des effets sur des manques d'énergie et sur des problèmes alimentaires, principalement en Asie, en Afrique et un peu en Amérique latine. Le Brésil va quand même être impacté avec ces histoires de
d'engrais et de fertilisants, mais ça va progressivement rentrer dans l'ordre. Si jamais ça dure au-delà de 3 semaines, à ce moment-là, ça va devenir beaucoup plus compliqué. Et enfin, je ne veux pas relancer la polémique, mais la grande initiative européenne, franchement, je serais intéressé à voir ce qu'ils vont faire. En tout cas, ce qui est intéressant, Patricia Lémonière, c'est de voir que ce détroit d'Ormuz est devenu vraiment une arme économique, d'abord utilisée par l'Iran de manière efficace dans sa guerre asymétrique et maintenant utilisée par les États-Unis dans un blocus qui est un peu quand même une première, parce que les blocus, il y en a eu un dans les années 60, non, c'est ça c'est plaisant d'entendre les Iraniens parler de piraterie de la part des États-Unis, alors que eux ont étranglé le détroit d'Ormuz, font payer une dîme. Enfin, c'est surréaliste. Oui, mais ça montre bien que finalement, ce détroit, il y en a peut-être d'autres justement dans le monde, peut devenir vraiment une arme économico-politique. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est bloquée. On va bien voir comment elle va se régler. Certainement pas par l'Europe, j'en suis absolument persuadée. Mais il faut arrêter de taper sur l'Europe sans arrêt, parce que c'est un peu facile, excusez-moi, mais l'Europe ne va pas régler. Surtout que le leadership américain disparaît aujourd'hui. Si vous voulez, on est effectivement dans un rapport de force aujourd'hui et de violence extrême qui est hors du droit international. La question, il faut régler effectivement cette question du détroit d'Ormuz dans un cadre quand même légal, parce que après, ça peut complètement, tout le monde peut aller vouloir contrôler son propre détroit. Si c'est la force qui prime sur le droit, eh ben moi je vais contrôler Malacca, je vais contrôler effectivement Djibouti va se mettre à vouloir contrôler le détroit d'El Bab el-Mandeb et tutti quanti. Nous, on va pouvoir vouloir contrôler, ma foi, la Manche avec les Britanniques et les Danois, l'entrée de la Baltique. Enfin, à un moment donné, si vous voulez, il faut arrêter et il faut revenir quand même à quelques principes de base. Mais quand les Iraniens disent piraterie, on sait pourquoi, parce que c'est pour les empêcher d'avoir à finalement riposter par un acte de guerre, et les Américains, eux, ne s'embarrassent pas de ça. Donc ce détroit d'Ormuz, pour y revenir, le principe de liberté des mers était quand même une garantie. C'est un principe essentiel. Des États-Unis aussi. Les États-Unis. Aujourd'hui, on ne peut plus penser que les États-Unis vont garantir l'application de ce principe. C'est ça aussi la leçon. C'est un principe du droit international maritime qui est inscrit dans la Convention de Montego Bay, de toute façon. Et il vaut pour tous les détroits, justement, à partir du moment où il y a un passage inoffensif, on ne peut pas privatiser un détroit. Et de toute façon, le faire serait un fâcheux précédent, parce que comme Patricia Lémonière l'évoquait, ça voudrait dire que d'autres pays pourraient se préempter leur détroit au motif que pour telle et telle raison. Et donc là, pour le coup, les Européens ont un rôle à jouer parce qu'ils font valoir le droit international, mais il faut qu'ils le fassent jouer de manière plus proactive. Pour l'instant, on n'en est pas là, c'est la faiblesse européenne. Il y a un réveil quand même qui est en cours, mais de toute façon, on ne pourra pas laisser le détroit fermé, c'est pas possible. Il pourra pas être, ça sera pas recevable. Et donc là, de toute façon, il y aura un problème. Mais pour l'instant, c'est les Américains qui gèrent la question au sens pratique du terme. Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est que donc ces négociations pourrait peut-être reprendre, puisque le chef de l'armée pakistanaise est à Téhéran aujourd'hui, Asim Munir, comme on l'a dit. Il y a d'autres négociations au niveau régional, les Émirats arabes unis qui discutent avec l'Iran. Ça date aussi d'aujourd'hui. Ce sont les premiers pour parler à haut niveau. Ce n'est encore jamais arrivé depuis le début du conflit. Le Premier ministre pakistanais qui fait un tour des pays du Golfe, qui va en Arabie Saoudite. Enfin, on voit bien qu'il y a une volonté tout de même de négocier. Donc, sur quoi, est-ce que le détroit d'Ormuz va faire partie des négociations? Parce que là, on a l'impression que les négociations, c'était surtout le nucléaire. Exactement. Et elles avaient en fait capoté sur cette question du nucléaire, celle de la semaine dernière. Est-ce que le détroit d'Ormuz fait partie des négociations? Il y a deux choses essentielles. Il y a le détroit d'Ormuz et le nucléaire. On sentait bien d'ailleurs dans les propos américains que la question des missiles balistiques et des proxys était passée totalement au second plan. Ce qui est intéressant de voir aujourd'hui et hier, c'est que c'est le rôle de la Chine. Moi, je trouve qu'on minimise un peu son rôle. La Chine est plus proactive, effectivement, dans la question du règlement. Elle a un double moyen de pression. D'ailleurs, elle a reçu le prince héritier émirati. D'ailleurs, elle s'est permis quelques critiques vis-à-vis du président américain qu'elle ne s'était jamais permis. Xi est très, très prudent là-dessus. La Chine est très proactive sur ce dossier-là. Elle parle aux Iraniens, elle parle aux Pakistanais et elle laisse le Pakistanais avancer. C'est-à-dire qu'elle ne se met pas en avant. Elle est en arrière et elle laisse le Pakistanais avancer. Et ça, Donald Trump l'a très bien compris, que la Chine est là. Et que la Chine voudrait sortir
assez vite de ce bourbier, d'autant qu'ils doivent se voir en mai. Et il ne voudrait surtout pas que son voyage en mai soit quand même perturbé par cette double histoire de détroit d'Ormuz et de nucléaire. Et la Chine qui subit aussi les conséquences économiques de la fermeture de ce détroit d'Ormuz, de ce blocus du détroit d'Ormuz. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'elle a fourni des satellites espions à l'Iran. Ça, c'est le Financial Times qui sort cette information. Donc, non mais... Au-delà de la Chine, elle a intérêt en tout cas à ce qu'il y ait des négociations. Au-delà de la Chine, dont l'importance est absolument primordiale, et vous avez bien raison de le rappeler. Moi, je pense qu'il faut en revenir au fondamental, c'est-à-dire qu'est-ce qui se joue là derrière. Alors, évidemment, la question du nucléaire, des proxys, des machins, et du détroit d'Ormuz, maintenant, c'est la pierre d'achoppement, et vraiment, c'est le point sur lequel a lieu l'affrontement. Mais le vrai enjeu stratégique, à mon avis, c'est est-ce que le grand partenariat stratégique entre les États-Unis et les pays du Golfe, qui autrefois était un partenariat très simple, pétrole contre sécurité, et qui s'est effondré, est-ce que le nouveau partenariat, qui est basé d'ailleurs sur les différents voyages de Trump en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, qui est un partenariat sur la localisation de l'intelligence artificielle à travers les centres de traitement de données, la vente de puces, des investissements massifs dans le Golfe, et de l'autre côté, un engagement du Golfe à financer la réindustrialisation aux États-Unis. Rappelez-vous quand même que Trump, il a commencé par des droits de douane pour faire la réindustrialisation. Et sa seconde arme, c'est les financements venus des fonds d'investissement du Golfe. Donc tout ça va devoir être revu. La vraie question, c'est ça. Ouais. Et la vraie question, c'est est-ce que l'Iran va un jour cesser de mettre le feu partout où elle est et partout où elle peut agir. Siavash Ghazi. Donc, comment dire, je dis ça parce que je pense que c'est important. On explique que c'est Netanyahou qui a convaincu Trump, machin, etc., avec des PowerPoint. Je ne crois pas un mot de ça. Je ne crois pas un mot. Je pense que Trump, il a un intérêt fondamental à mettre fin au rôle que joue l'Iran dans l'ensemble de la région. Et donc, le vrai enjeu de la négociation, c'est ça. Est-ce qu'on va réussir à paralyser l'Iran ou pas ? C'est ça le vrai enjeu. Siavash Ghazi, je sais que vous vouliez dire un mot. Vous êtes avec nous là en direct de Téhéran. Vous vouliez réagir rapidement. Oui, non, je voulais dire que, en fait, quand je parle de mobilisation de la population autour du pouvoir, on peut être assis dans un salon parisien, londonien ou new-yorkais, et regarder les tweets en anglais et en français. Mais moi, ce que je constate sur le terrain, c'est qu'il y a une mobilisation de la population autour du pouvoir, même des gens qui ne portent pas le voile, qui sont critiques à l'égard du pouvoir, contre cette guerre qui a été menée par les États-Unis et par Israël contre l'Iran, et des gens qui se mobilisent pour dénoncer ces frappes qui visent de plus en plus, qui ont visé de plus en plus les zones civiles, les zones résidentielles, les infrastructures civiles du pays. Et donc, il y a une réelle mobilisation de la population contre ces attaques qui visent le fondement de l'Iran. Et donc, quand moi j'interroge aujourd'hui les Iraniens ou les Iraniennes dans la rue, je vois une totale évolution par rapport à il y a 40 jours, au début de la guerre, ou par rapport début janvier, où il y avait le mouvement de contestation. Et on voit une évolution de la population qui dénonce à la fois les frappes militaires contre les infrastructures du pays, mais aussi les demandes excessives des États-Unis. Beaucoup de gens que j'ai pu interroger depuis 3 ou 4 jours me disent que, en fait, de quoi se mettent les Américains qui viennent de plusieurs milliers de kilomètres pour nous imposer leur diktat, en reprenant un peu le discours du pouvoir. Et c'est vraiment une évolution importante de la population iranienne, de la société iranienne qu'on constate ici sur place. Merci Siavash. Siavash Ghazi en direct de Téhéran. Vous voulez réagir rapidement, Patricia, parce que je voulais faire un dernier point sur les négociations sur le nucléaire. Très rapidement, et il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le régime iranien sort pas renforcé,
mais en tout cas, c'est un régime plus dur. Et le but qui était d'éliminer ce régime, ou en tout cas de le faire changer, ou d'avoir un nouvel Iran, ce but n'est pas atteint. Et Donald Trump va négocier avec ces gens-là, sous la houlette de qui on voudra, mais c'est avec ces gens-là. Et ces gens-là sont plus durs que ceux qui étaient avant. En l'occurrence, le président du Parlement, Khalibaf. Oui, enfin, c'est surtout les deux autres, le chef des passes d'Aran et le président du Conseil de sécurité. Les gardiens de la Révolution, en fait, ont pris encore plus d'importance. Sur les négociations sur le nucléaire, David Rigoulet-Rose, il nous reste peu de temps. On a lu dans le Financial Times que l'Iran avait demandé la suspension de l'enrichissement pendant 5 ans. Enfin, c'était le New York Times, je crois. Alors que l'administration Trump veut 20 ans de suspension. Est-ce que c'est là-dessus que ça va se jouer ? C'est-à-dire une suspension de l'enrichissement de l'uranium pendant 5 ans ou 20 ans, et ensuite ces fameux 440 kilos d'uranium enrichi. Ça ne sera pas 5 ans. Et de toute façon, il y a une déclaration de Raphaël Grossi, qui est le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'est pas un politique, qui est un technicien du nucléaire, et qui dit que la chose est trop sérieuse pour qu'il n'y ait pas un régime très contraignant en termes de surveillance. Alors, pourquoi donc, les 5 ans, ça ne sera pas recevable ? En revanche, ce qui est intéressant, c'est la proposition de 20 ans. Oui, parce que 20 ans, c'est 2 fois l'ancien JCPOA. Qui était sur 2015-2025, dont Donald Trump avait dénoncé littéralement l'application par les États-Unis, et parce qu'il lui reprochait les fameuses sunset clauses, c'est-à-dire les clauses crépusculaires qui régulièrement arrivaient à échéance sur l'accès à certains armements, à certaines technologies, etc. Donc 20 ans, c'est l'idée d'une temporalité beaucoup plus longue, avec de manière sous-jacente l'idée qu'il n'y aura plus le même régime de toute façon d'ici 20 ans, et que la question nucléaire qui pourra être réenvisagée à l'issue des 20 ans le sera sous d'autres conditions. Donc, mais 20 ans avec un système de vérification très contraignant, tel que demandé par l'AIEA d'ailleurs. Et donc, est-ce que c'est plus favorable à l'Iran que le JCPOA ? Ah non, Donc ça ne l'est pas plus favorable. Ah non, ça sera de toute façon. Et puis il y a la fameuse question des 440 kilos. Dont l'Iran ne veut pas se dessaisir, on peut comprendre dans la logique du régime, mais qui est une exigence essentielle pour les Américains. Et là, la Russie pourrait jouer un rôle ? Les Américains, justement, ne veulent pas que les Russes les récupèrent. Ils veulent récupérer ce stock pour le neutraliser. Ouais. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à l'émission. David Rigoulet-Rose, Patricia Lémonière, Benjamin Correa. Merci à Assia Bosch-Ghazi qui est en direct de Téhéran avec nous. On se retrouve demain pour un nouveau débat.